Imaginez-vous se retrouver dans une ville paisible en Tchéquie, dans un sous-sol froid et obscur où les murs semblent porter le fardeau de tragédies inimaginables. L'atmosphère est empreinte d'une odeur de décomposition et dans la lumière faible, on voit deux corps minuscules, à peine humains, entassés dans des cages improvisées. Les corps de ces personnes présentent les traces d'une agonie inexprimable. Ils sont maigres et couverts de blessures. Il ne s'agissait pas des événements d'un film d'horreur. Il s'agissait plutôt des circonstances réelles auxquelles les autorités chargées de l'application des lois ont été confrontées ce jour décisif de 2007 lorsqu'elles ont découvert l'un des cas de maltraitance d'enfants les plus perturbants de notre histoire récente. Klara Morova, la première fille du couple, a eu une seconde fille, Katarina Morova. En 1975, la maison de la famille Morova se trouvait à Kuřim, une ville agréable de République tchèque, située à environ 190 km de Prague. Les habitants de la ville étaient installés dans un environnement naturel et agréable, mais des avancées évidentes ont également été accomplies en termes de services, d'entreprises, d'éducation et d'autres activités accessibles et de qualité supérieure. Les premières années des sœurs Morova sont peu connues, mais on sait que Klara, une jeune femme magnifique aux yeux bleus et aux cheveux blonds, avait des signes de schizophrénie dès son plus jeune âge. Les individus atteints de cette maladie mentale sévère sont confrontés à une perte de réalité qui impacte leurs émotions, leurs pensées et leurs actions. Ils peuvent éprouver des délires, des hallucinations et d'autres situations qui les poussent à adopter des comportements différents. Plusieurs rapports indiquent que Klara avait des fantasmes religieux dans l'esprit, mais aucun document ne démontre que sa maladie ait été diagnostiquée par un chirurgien. Katarina se mit rapidement à aborder ses illusions. La concurrence entre frères est forte et les plus jeunes cherchent souvent à imiter les plus âgés. Regrettably, Katarina appeared to copy the psychotic traits of Klara, in addition to her voice and appearance. En collaboration, ils ont engendré une série de réactions qui a consolidé les convictions de Klara. Ensemble, ils imaginèrent des choses extraordinaires qu'ils feraient avec l'aide de la volonté divine. Malgré leurs illusions, les sœurs ont réussi à s'intégrer dans la société. Ils ont réussi leurs études primaires sans aucun souci majeur et Klara a étudié la pédagogie à l'université après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires. Sa vie semblait plutôt équilibrée et, à l'âge de 25 ans, elle s'éprendit même d'un homme. Il ne se préoccupait pas de l'âge de Klara et elle tomba rapidement enceinte. Il s'est marié avec Klara, une partenaire dévouée et serviable, et a fait tout ce qu'il pouvait pour la soutenir. Leur premier fils, Jakub, a procuré le bonheur à leurs parents. Klara a eu un deuxième fils, Andrej, après près de 2 ans de grossesse. Malheureusement, après quelques années, les choses se détériorent au sein de l'association. L'homme semble avoir réussi à supporter le comportement instable, les fluctuations d'humeur et même l'hostilité de Klara, ce qui l'a conduit à quitter la famille et à laisser derrière lui Klara et leurs 2 jeunes enfants. En dépit de cette déception, Klara n'a jamais cessé de s'investir dans ses enfants, les soutenant dans leurs études et leurs activités extrascolaires comme les camps d'été, les activités scolaires et les voyages. Ce fut une mère bienveillante, mais l'amertume et la solitude l'affectaient négativement et la plongeaient dans une profonde tristesse. Après avoir observé son état d'esprit, Klara a convié Katarina à s'installer avec elle et les enfants, dans l'espoir que la présence et les encouragements de sa jeune sœur lui permettraient de surmonter cette période émotionnelle stressante. À cette époque, une fille prétendant avoir 12 ans, Annika, est entrée dans la vie de Klara et Katarina, bouleversant ainsi le destin de leur famille. D'après certains témoignages, Annika aurait expliqué à Klara qu'elle avait fui un centre d'accueil pour jeunes en raison de sa maltraitance et de sa situation désespérée lorsqu'elles se sont rencontrées à l'université. D'autres témoignages indiquent que Katarina aurait fait la rencontre d'Annika, qui prétendait avoir échappé à un réseau de trafic d'enfants, alors qu'elle travaillait dans un centre de jeunesse alentour. L'histoire d'Annika a été racontée de diverses façons, mais elles se rassemblent toutes au même point. Lorsqu'elle s'est installée dans la maison de Klara et Katarina, Annika a provoqué le désordre. Chez ces 2 dames faussement pieuses, une jeune fille qui semblait être envoyée du ciel, mais qui dissimulait un secret presque inconcevable, fut accueillie. Annika s'appelait Barbora Skarlova, une femme âgée de 32 ans, et non une enfant. Avec sa petite taille et son apparence juvénile, Barbara donnait l'impression d'être bien plus jeune que son âge réel. Barbara a profité de sa fragilité apparente et de son abandon en manipulant astucieusement tout le monde qui l'entourait. Grâce à cela, il a pu trouver refuge dans plusieurs maisons dont les résidents ont été touchés par sa situation tragique. Il n'y avait cependant qu'une seule trace d'une famille qui avait adopté Barbara parce qu'elle croyait qu'elle était une petite fille pauvre. Cependant,
Elle a rapidement été placée sous la protection de l'Agence nationale de protection de l'enfance. Son retour a été motivé par ses actions violentes et son comportement erratique. D'après certaines sources, la famille aurait même révélé la vérité sur son véritable âge. Par la suite, il a été révélé que Barbara avait consacré une grande partie de sa vie à un traitement psychiatrique et avait même été internée dans des établissements de santé psychiatrique, d'où elle s'échappait en permanence. Les sœurs Morova, qui ont saisi le jeune homme semble-t-il impuissant, n'étaient évidemment pas au courant de l'ensemble de l'histoire. Une fois qu'ils l'ont accueilli dans leur famille, ils ont rapidement décidé de l'adopter. La famille a d'abord adopté l'enfant supposé sans difficulté, mais Barbara a rapidement commencé à envisager les soins affectueux que recevaient les enfants biologiques de Clara. Il a commencé à se comporter de façon malveillante, créant des troubles et des problèmes, et à accuser les enfants de 8 et 10 ans. Les enfants ont commencé à être réprimandés de manière injustifiée en réponse. Il est indéniable que ces circonstances stressantes ont accentué l'instabilité mentale des sœurs Morova. Il semble que Barbara ait employé une stratégie astucieuse pour s'emparer des femmes et commencer à imposer sa volonté. Barbara, nouvellement installée ici, a alors commencé à évoquer le mouvement du Graal, la religion qu'elle pratiquait. Dans nos études, nous avons identifié le mouvement du Graal comme un mouvement religieux apocalyptique du millénaire qui cherche à transformer entièrement la société grâce à un changement profond. Les enseignements ont été transmis par des disciples qui se rassemblent en cercle. Ces interprétations sont toujours basées sur le postulat que l'accomplissement de bonnes œuvres sur terre assure l'accès au ciel. Toutefois, il semble aussi envisageable que les bonnes actions des membres puissent rendre compte des crimes qui l'ont perpétrés. Barbara faisait partie de ces groupes et a réussi à recruter Katharina et Clara. Selon plusieurs rapports, ce gang en particulier a commis le cannibalisme, ainsi que des actes de violence, d'abus, de promiscuité et de relations incestueuses. Le personnage principal de ce récit était un homme appelé le Docteur, qui utilisait des messages textes pour communiquer avec ses abonnés et leur donner des consignes souvent très inimaginables. Clara a empêché son fils Andrés de fréquenter l'école, en prétendant qu'il était devenu sourd et muet, et a fait la promesse de le former chez elle. C'était l'un des premiers actes préoccupants qui semblaient demeurer inconnus. Maintenant, toute farce, qu'elle soit réelle ou inventée par Barbara, était sanctionnée de manière sévère. Andrew et Jacob ont commencé à subir des coups qui étaient considérablement exagérés par rapport à leurs péchés, qu'ils soient fictifs ou réels. Ils les frappent à l'aide de cuillères en bois, de ceintures ou des mains. De plus, ils étaient enfermés la nuit dans des pièces petites et peu éclairées. En utilisant tout son pouvoir sur Barbara, il proposa une proposition encore plus répugnante. Elle a souligné l'importance de mettre les enfants en détention permanente afin de remédier à leurs comportements indésirables, qui, selon elle, sont devenus incontrôlables. En ne sachant pas l'utilisation prévue de la cage, un forgeron local a été nommé Para pour réaliser une. Les adolescents ont été enfermés dans une cage en fer presque nue, livrés et déposés au sous-sol de la maison. Les mois qui suivirent furent vraiment effrayants pour les enfants de Clara. Les garçons ont subi des douleurs inexprimables après avoir suivi les consignes du médecin par courrier électronique. Le pincement, le fouet et le fait de rester sans nourriture pendant plusieurs jours étaient parmi les mauvais traitements. Ils ne pouvaient pas s'échapper. Ils étaient contraints de faire leurs besoins à l'intérieur de la cage et de dormir sur la crasse. Ce n'était pas la fin de leur misère. Les 3 femmes versaient des seaux d'eau froide sur les enfants et sur tout le sous-sol une fois par semaine, alors qu'elles faisaient semblant de nettoyer l'endroit malodorant. Les garçons furent alors conduits dans des cabanes dissimulées dans une forêt voisine et enfermés dans de petites cages. Pendant cette période, d'autres membres du mouvement du Graal se sont réunis et ont maltraité les enfants pendant une semaine. Avec des sacs en plastique, ils ont été brutalement étouffés ou ont plongé la tête à plusieurs reprises dans des seaux d'eau jusqu'à perdre presque connaissance. Ce qu'ils croyaient être leur propre tombe, ils ont été contraints de creuser, battus et contraints de se battre. Sa peau présentait des traces de cigarettes. Les abus sexuels étaient fréquents, leurs lèvres étaient bouchées par du ruban adhésif et leurs mains et leurs pieds étaient souvent attachés. De manière surprenante, les choses ont aggravé lorsque leur confinement dans le sous-sol de la maison familiale a été rétabli. Barbara a développé une méthode pour commencer à donner une grande quantité de nourriture aux enfants pendant qu'il était dans la cage, dans le but de chercher à prendre du poids. Un jour, Clara a fait entrer les 3 femmes dans la cage et a demandé à son fils cadet de passer sa jambe à travers les barreaux. Le jeune homme effrayé obéit et Katharina et Barbara l'emportèrent par la jambe dès que possible, tandis que Clara le coupait rapidement avec un objet pointu.
Ils éclatèrent de rire de manière obsédée et se partagèrent la chair. Ce cauchemar, digne d'un bon film d'horreur, a duré aux alentours de décembre 2006 à mi-2007, soit environ 6 mois. Pendant ces mois, Barbara a eu une autre idée remarquable. Ils ont fait l'acquisition de babyphones et en ont placé un au sous-sol pour que les mères puissent observer chaque mouvement des enfants et leur souffrance à chaque fois que l'une d'entre elles descendait pour les torturer pendant que les autres s'occupaient des tâches ménagères. Ils n'étaient pas conscients que cette idée surprenante les mettrait presque miraculeusement sur le sol. Le 10 mai 2007, un babyphone a été installé chez les sœurs Moreva par le voisin pour surveiller leur bébé pendant son sommeil. Après avoir réglé la caméra, il a allumé le moniteur afin de vérifier que tout fonctionnait correctement. Au lieu du berceau de son bébé, elle a été effrayée de constater qu'une pièce était peu éclairée et qu'un enfant, les bras attachés derrière le dos, trébuchait alors qu'il utilisait ses lèvres pour ramasser de la nourriture sur le sol. Au moment où le garçon tentait ardemment de manger quelque chose, l'écran affichait également la main d'une femme adulte qui saisissait quelque chose. Sur l'image, l'état de l'enfant était clair, car il n'y avait qu'une peau fine qui enveloppait ses os. Le voisin a immédiatement fait part de cet événement étrange aux autorités, effrayé par ce qu'il avait vu. Les photographies horribles ont été vues par les policiers lorsqu'ils sont arrivés chez lui peu de temps après. L'ampleur du matériel suggérait que la source de cette terreur devait être très proche. Les agents, chargés de mettre un terme immédiat à cette misère, ont frappé à la porte de chaque voisin. Arrivés à la maison des sœurs Moreva, les premiers résidents ont accepté leur demande d'être accompagnés dans toutes les pièces disponibles. Malgré leur hésitation initiale à laisser entrer la police, ils n'ont pas réussi à les arrêter. Lors de leur inspection, les agents ont repéré une petite porte fermée sous un escalier. La force de l'ordre est restée sur les lieux et a contacté les pompiers, qui ont ouvert la porte. Ce qu'il avait trouvé à l'intérieur, ils n'auraient pas pu le concevoir. Ils pénétrèrent dans la chambre et furent tout de suite envahis par une effrayante odeur qui enveloppa toute la pièce. À leur arrivée, les autorités ont découvert une jeune fille effrayée tenant un ours en peluche et pleurant car sa mère adoptive et sa tante l'avaient blessée, ainsi que ses frères et sœurs. Alors que d'autres observaient avec incrédulité 2 enfants, presque nus et blessés, enfermés dans des cages comme des animaux, un policier a emmené la jeune fille à l'extérieur. L'un des garçons était apparemment inconscient. Dès leur libération, les enfants ont été pris en charge par les secours qui leur ont donné les premiers soins et les ont transportés d'urgence à l'hôpital pour y être soignés. La jeune fille a également été incarcérée par les autorités, bien qu'elle ne semble pas avoir été agressée physiquement. Clara et Katharina ont été appréhendées. Après avoir été soignés, Jacob a été transporté dans un centre de sécurité pour enfants, bien qu'aucun d'entre eux n'ait été hospitalisé. Toutefois, Ondrej, le cadet, était extrêmement malade. Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, il a ressenti une panique et a commencé à crier en constatant qu'il n'était plus au sous-sol. Il s'est suicidé en demandant aux médecins de voir des fantômes. Rien n'était plus émouvant sur scène. Les médecins ont été surpris par les changements observés dans le corps du garçon une fois qu'il s'est calmé. Son corps était couvert de nombreuses contusions, blessures ouvertes et cicatrices. Il présentait une blessure très grave aux fesses. Afin d'obtenir des soins adéquats, il a été contraint de rester à l'hôpital. Il serait bien plus difficile de surmonter le traumatisme qu'il avait subi pendant les mois de tortures atroces infligées par leur mère, leur tante et d'autres personnes, même si les blessures physiques de leur corps seraient guéries. La vérité sur ce qui s'était réellement passé à l'intérieur de cette maison et dans la vie de ses occupants à huis clos a commencé à être révélée par les enquêtes. En même temps, des enquêtes d'experts ont été menées sur les enfants placés dans des foyers. Selon certaines histoires, le comportement de Barbara est considéré comme extrêmement provoquant, voire hostile, car tout le monde pense toujours qu'elle est Annika. Le prétendu jeune enfant a agi de façon agressive et provocante, refusant de suivre les conseils des médecins et des conseillers. Toutefois, il a commencé à faire des erreurs qui laissaient entendre la vérité. À titre d'exemple, pendant son premier test mental, elle a reçu du papier et des crayons afin de dessiner ce qu'elle souhaitait. Plutôt que de réaliser des illustrations simples, il a produit des dessins géométriques complexes et des calculs mathématiques sophistiqués qui dépassaient les attentes habituelles d'un garçon de 13 ans. Malheureusement, Annika n'a jamais réussi à mener son enquête. Après avoir été admise au centre, elle n'a laissé aucune trace et s'est enfuie par une fenêtre. La jeune fille a été rapidement recherchée par le personnel de sécurité, qui a même distribué des dépliants avec sa photo et des informations. Selon eux,
Ils ont été étonnés d'apprendre qu'ils recevraient prochainement des renseignements provenant de personnes qui prétendent connaître l'identité de la femme sur la photo. Une femme de 33 ans appelée Barbara. Il semble que Barbara ait été assistée par un couple connu qui lui a donné les papiers d'immigration de leur fils. Il a commencé par se rendre au Danemark, puis à Oslo en Norvège. Barbara a encore modifié son apparence lors de son séjour en Norvège. Cette fois-ci, il a décidé de se raser la tête et de se présenter comme Adam, un jeune garçon de 13 ans. Elle a contacté la police et a affirmé qu'elle était en fuite de son père viol. Adam serait adopté par une famille et inscrit dans une école où il serait rapidement reconnu comme un élève talentueux. Ce mensonge a persisté pendant plusieurs mois, mais les autorités tchèques ont réussi à résoudre le problème en s'appuyant sur l'aide de partenaires étrangers. Enfin, Barbara a été arrêtée après que des tests ADN ont révélé son identité réelle. Elle a ensuite été extradée vers la République tchèque afin d'y être jugée judiciaire. Après son retour, Barbara a subi différentes évaluations psychologiques. Au moins, un spécialiste qui l'a traitée aurait remarqué des symptômes de psychose. La rumeur selon laquelle un professeur d'école inquiet serait à l'origine de l'emprisonnement de Barbara en Norvège est l'une des plus surprenantes des révélations. Barbara avait représenté cet enfant tué et saignant, chacun portant un numéro, et s'était présentée comme le 7e, ce qui avait éveillé l'inquiétude de l'enseignant lorsqu'elle se proposait comme Adam. Le vendredi 9 mai 2008, des centaines de journalistes et d'équipes de télévision ont entouré le tribunal municipal de Brno, où Barbara et Katarina ont été photographiées à l'intérieur. On a accusé les deux femmes d'avoir trompé les employés de la garderie en leur faisant croire que Barbara était une fille adoptive de 13 ans appelée Annika. Ils n'ont pas été libérés, bien que le tribunal ait semble-t-il rejeté une partie des charges. Ils furent immédiatement appréhendés et inculpés de crimes graves, tels que la maltraitance des enfants. 4 autres membres du groupe auquel ils faisaient partie étaient également accusés. Au début du procès, Clara, visiblement désemparée et recroquevillée, a été aperçue s'approchant de la salle d'audience avec sa sœur. Barbara est également entrée dans la salle d'audience avec 3 autres individus. Quand Clara a pris la parole, elle a admis avoir maltraité ses enfants pendant plusieurs mois. Mais elle a déclaré qu'elle avait été trompée par Barbara et sa sœur Katarina. Clara disait qu'on l'avait enfermée dans un délire, qu'on l'avait imprégnée du culte du mouvement du Graal au point qu'elle ne pouvait pas voir la gravité de ce qu'elle faisait. Barbara aurait affirmé qu'elle a été abusée par les sœurs Mawerwa. Cependant, le juge a négligé ces déclarations et peu de personnes l'ont jugé crédible. Jacob et André ont eux-mêmes offert au juge l'opportunité d'entendre leurs témoignages des expériences horribles qu'ils ont vécues. Les accusés ont raconté comment ils avaient violé leur vie privée, les avaient contraints à vivre dans des conditions épouvantables, les avaient presque affamés pendant des mois et avaient même dévoré des parties de leur corps. Tout au long du processus, les agents qui étaient entrés dans la maison des horreurs ont également donné leur témoignage. Dès leur entrée dans le sous-sol, l'un des agents a rapporté avoir vu un jeune homme nu allongé sur le sol. Selon lui, la jeune fille Annika a essayé de perturber la progression des policiers en s'accrochant à ses jambes, tandis que les sœurs Mawerwa ne se préoccupaient guère de sa santé. Les audiences ont été terminées par le procureur chargé de l'affaire qui a affirmé que les motivations religieuses des accusés étaient à l'origine de ces atrocités, commises dans le but de soumettre les jeunes. Lors de la détermination de la peine, le tribunal a affirmé que l'objectif final des événements horribles décrits tout au long du procès était de faire naître une personne dont la volonté était totalement détruite. Selon le juge, les actes étaient destinés à détruire l'âme d'un enfant de manière intentionnelle et il a souligné que, bien qu'il y ait eu des indices de l'implication d'une secte, il n'y avait aucune preuve solide pour étayer cette affirmation. Enfin, la Cour a prononcé son verdict, reconnaissant les 6 accusés coupables et imposant les sanctions adéquates. Clara Mawerwa, la mère des enfants, a été condamnée à 9 ans de prison dans un établissement de haute sécurité. Sa sœur Katarina a été condamnée à 10 ans d'emprisonnement dans un établissement à haute sécurité. Les 3 autres individus ont été condamnés à 7 ans d'emprisonnement pour complicité d'abus. Barbara, âgée de 34 ans à l'époque, a finalement été reconnue coupable de cruauté manifeste et de mauvais traitements répétés et a été condamnée à une petite peine de 5 ans de prison. La présence du prétendu médecin supposé gérer les activités du groupe ne sera jamais vérifiée. Les peines très légères imposées pour les actes odieux commis par ceux qui ont commis les formes les plus atroces de violence contre 2 jeunes hommes innocents ont bouleversé certains. En outre, des récits nous ont fait savoir que Barbara n'avait pu accomplir que la moitié de sa peine avant d'être libérée sur parole. Autrement dit,
Il a été libéré après un peu plus de 2 ans et demi de prison et est revenu à la rue. Selon son avocat, elle a été libérée prématurément en raison d'une dégradation significative de son état mental. Jacob et André ont réussi à surmonter le traumatisme grave qu'ils ont subi à la suite des crimes horribles dont ils ont été témoins et à continuer leur vie grâce à des soins spécialisés. Cela dit, il est indéniable que ces expériences ne seront jamais réellement effacées de vos mémoires. Évitez de faire une erreur. Pour des recherches plus captivantes, vous devez vous abonner dès maintenant.